Bon. On est parti, Nico. Bonjour à tout le monde. Du coup, bon, je me présente parce qu'il y a beaucoup de monde que je ne connais pas. Nicolas Flotte, donc comme Anthony l'a dit, je suis salarié au Luprimont Basket, donc en charge des équipes de jeunes, des tout petits, des U9, U11, école de basket jusqu'aux grandes, jusqu'à la Nationale 3. J'interviens aussi dans une section sportive à Barraqueville, une section sportive départementale, où j'ai en charge du coup les 4e, 3e, 6e, 5e, donc tous les niveaux proposés par cette section. Voilà, un peu pour la présentation. Anthony m'a demandé du coup d'intervenir sur le thème du tir en course. C'est ce qu'on va essayer de faire. J'ai vu que l'exercice est un peu particulier avec quelque chose qu'on connaît peu. On va essayer de beaucoup mettre de vidéos, voilà, que ce soit dynamique. Vous n'allez pas me regarder parler pendant 45 minutes, sinon je pense que ce serait un peu contre-productif et pas hyper intéressant pour tout le monde. Donc voilà, on va essayer que ça soit de l'échange quand même. Il y aura des temps où vous pourrez poser des questions, comme a dit Anthony, où vous les posez avec la petite fenêtre conversée. Et quand il y a des temps de questions, je les lis, j'y viens et on répond et on échange. Ou pendant les temps de questions, vous ouvrez votre micro ou votre caméra et vous me la posez en face à face. Comme ça permettra aussi d'avoir de l'échange et un temps à la fin qui sera banalisé pour ça. Voilà, voilà. C'est parti, on y va, Anto. C'est parti. Allez, je vais partager mon écran. Alors, la première chose que je vais faire, c'est partager mon écran. Donc, pour que vous voyez mon écran, donc on va le tester. Si vous ne voyez pas ce qui se passe sur mon écran, il faut le dire peut-être sur le chat, hein. Anto, tu Ouais, surveilles et tu ouais, m'arrêtes. ouais, ouais. Parce que du coup, moi, je suis en plein écran, j'ai pas accès. Donc, le thème qui va nous animer pardon, c'est le tir en course. Puis un petit sommaire, on va faire une petite introduction, vous allez voir. Derrière, on va faire un petit état de ce qu'est le tir en course aujourd'hui sur nos niveaux. Je vais partir du plus haut niveau, qui est le niveau professionnel, le haut niveau, et je vais venir jusqu'au petit, voir quelles problématiques on peut trouver sur ces niveaux. Derrière, on va un peu parler de ce qu'on appelle de l'aisance dans le tir en course. Je vais en gros vous faire part d'une réflexion que moi j'ai eue il y a 2 ans quand j'ai passé mon DEGEPS. Et j'ai depuis changé le tir, c'est le cas de le dire, hein, changé mon fusil d'épaule sur l'apprentissage du tir en course avec une pratique beaucoup plus axée sur l'aisance. Donc je vais vous présenter les premiers résultats de ce travail. Ensuite, je vous ferai voir comment je l'entraîne avec cette philosophie. Des fois, je filme des entraînements, des choses, donc j'ai pris des petits bouts d'entraînement pour vous faire voir et ensuite on essaiera de conclure et d'ouvrir un peu un débat question-réponse. Alors, première chose à dire, hein, tout ce que je vais dire aujourd'hui est une approche personnelle. C'est quelque chose qui m'anime moi. Je ne dis pas que c'est la vérité, je ne dis pas que c'est ce qu'il faudra que vous fassiez absolument. Je vous présente vraiment comment moi je le vois. C'est peut-être pas comme d'autres entraîneurs le voient, peut-être pas des entraîneurs que vous avez eu en formation. Je ne dis pas que les autres, ce qu'ils font, c'est pas bien. Je dis juste que voilà, moi c'est ce qui m'anime et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Ça ne sera pas une intervention techniciste dans le sens où on va pas parler de beaucoup de repères techniques, hein. On va pas trop faire ça. Les repères techniques, vous avez du contenu sur Internet, vous les connaissez, vous avez des cahiers techniques pour les tirs en course. Donc, je vais essayer d'aller très vite là-dessus. Vous avez, je crois, pas besoin de moi pour ça. Par contre, je vais essayer de beaucoup casser quelques idéaux et quelques idées reçues, notamment dans l'apprentissage, notamment dans beaucoup de choses. Donc, c'est un peu mon objectif de l'intervention. Alors, mon, mon postulat de base, c'est de dire, hein, l'idée, c'est de placer le tir en course dans un champ beaucoup plus global. Voilà. Le tir en course, c'est un geste technique qu'on apprend dès l'arrivée à l'école de basket. Ma vision, ça a été d'essayer de le placer dans quelque chose de beaucoup plus global. On y viendra, mais autour de l'aisance. Aujourd'hui, les contraintes, aujourd'hui, pas d'ailleurs, mais les contraintes
contraintes demandées pour un tir en course pour un jeune joueur ou une jeune joueuse, elles sont très importantes. Déjà, il y a le ballon. Quand on est en U9, un ballon taille 5, c'est quand même une grosse contrainte. C'est lourd, ça prend de la place. Il faut l'attraper, il faut le maîtriser, il faut le lâcher. Donc ça multiplie les contraintes. Des contraintes en termes de motricité. Le tir en course demande des actions motrices qui peuvent être compliquées pour certains jeunes. Un peu de coordination, de la dissociation sur les lâchers, par exemple, etc. Et ensuite, des contraintes liées à l'environnement, parce que on y viendra, mais on apprend beaucoup le tir en course à 1 contre 0, mais finalement, on est peu à 1 contre 0 dans le tir en course pendant les matchs. Des contraintes autour de l'espace, de temps en temps, on disait un grand espace pour aller faire un tir en course, de temps en temps, c'est entre deux défenseurs, c'est sur une ligne de fond, c'est dans d'autres espaces. Tout ça fait, si on mélange toutes ces contraintes, qu'on a quelque chose d'assez compliqué avec beaucoup de contraintes. Ce qui fait qu'il est impossible pour moi d'avoir une réponse, une seule réponse technique, une seule réponse motrice sur le tir en course. Je pense qu'avec le nombre de problèmes qui sont posés dont je viens de parler, c'est pas possible d'avoir un ou deux outils. Je pense qu'il faut vraiment élargir le champ. Donner peu d'outils, ça enferme les jeunes dans des habiletés motrices limitées. Et ce qu'on veut, c'est justement pas des jeunes qui ont des habiletés motrices limitées, on veut des jeunes qui soient à l'aise avec leur corps, à l'aise avec le ballon, et c'est ce qui va nous porter dans l'apprentissage du tir en course. Donc, cette multiplicité de réponses, elle s'exprime dans les appuis, dans les lâchers, dans ce qui se passe avant le tir en course, le dribble, la passe. Tout ça fait que les réponses vont être différentes. Face à ça, notre réponse d'entraîneur, et je m'inclus dedans, hein, d'accord, je ne me sors pas dedans, depuis même si ma pratique a évolué, mon approche a évolué, nous, ce qu'on apprend, c'est bien sûr le push-up droite-gauche du côté droit et push-up gauche-droite du côté gauche. Et c'est quelque chose qui revient, qu'on soit de U9 à U15, mais c'est quelque chose qui limite quand même beaucoup. Quand je parlais de multiplicité de réponses, c'est quand même très très limitant. Et aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, ce qu'on fait, je l'ai fait, tant que notre jeune joueur ou jeune joueuse n'est pas à 98 sur 100 sur son push-up à gauche, son push-up à droite, on passe pas à autre chose. On passe peut-être pas sur de l'opposition, on passe pas sur d'autres contenus. On attend qu'il soit à 98 ou à 100 sur 100. Moi, je pense maintenant, avec le recul, qu'il faut essayer d'être très tôt, un peu plus tôt, en tout cas, beaucoup plus varié, beaucoup plus diversifié. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, d'accord. C'est important dans l'apprentissage, quand un jeune arrive, qu'il sache faire les bons appuis, etc., il n'y a pas de problème. Je dis juste que ça ne répond pas à tous les problèmes posés, d'accord. Si je devais être un peu provocateur, pourquoi on ne tirerait pas main gauche après un appui gauche-droite? Pourquoi on ne tirerait pas main droite après un appui gauche-droite? Pourquoi on n'inverserait pas les appuis? Pourquoi à droite on ne tirerait pas avec d'abord l'appui gauche et ensuite l'appui droit? Pourquoi aussi on s'obligerait tout le temps à tirer sur deux appuis? Voilà. Tout ça, c'est des questions qu'on doit se poser, nous, en tant qu'entraîneur. Est-ce qu'on est là pour scorer? Est-ce qu'on est là pour marquer? Est-ce qu'on est là pour mettre un panier? Ou est-ce qu'on est là, entre guillemets, pour faire un peu de Corée? Et comme on fait tous, quand un gamin marque main droite à gauche alors qu'il a marqué, pourquoi aller dire main gauche? Il a scoré. Quel est le problème? Donc le tir en course aujourd'hui. Alors, je regardais la semaine dernière un conférencier qui est un coach belge qui s'appelle Pascal Meurs, qui dans son article The Hard Truth About Layups, la dure vérité sur les layups, finale d'Euroleague 2019, donc Real CSK, un seul tir en course classique sur tout le match.
Donc, quand je dis tir en course classique, c'est bons appuis à droite, un contre 0, hein, d'accord. Donc, bien sûr, à ces niveaux-là, c'est compliqué d'avoir ces situations-là, mais un seul, quand même, c'est quand même très peu. Par contre, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des tirs sur des appuis inversés, mais inversés, on y reviendra après, des tirs sur un appui, comme c'est le cas ici. Euh, Plus le niveau monte, voilà, et là je suis parti vraiment volontairement du plus haut niveau de compétition européen, plus le niveau monte, plus c'est plus c'est rare de voir des tirs en course de manière, on va dire, classique, hein, comme on l'a tous appris et comme on l'apprend tous. Vous allez me dire, l'Euroleague, c'est bien gentil, mais ça ne correspond pas à mon niveau. Euh, sur mon équipe de F3, j'ai fait le test. J'ai pris un match contre Bosch. D'ailleurs, je salue Raphaël, qui je crois est le coach de Bosch et qui regarde l'intervention. Euh, 4 tirs en course sur tout le match. 4 tirs en course classiques, pareil, donc sur un niveau, on va dire, intermédiaire. Donc, juste, je vous les montre. Donc, vraiment sur la définition de base, hein, du tir en cours, donc plutôt souvent sur des erreurs défensives. Donc 4 sur tout le match, hein, sur un match à 60 partout presque, hein, pas 35-32. Voilà. Par contre, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on voit? On voit plein de tirs en course un peu différents. Donc des tirs en course désaxés avec des défenseurs, des tirs en course sur un appui, des tirs en course main droite à droite, des tirs en course dans des angles compliqués, tir à l'angle, voilà. Ça, 11 sur le match. Donc 4 tirs en course classiques et 11 tirs en course, je ne vais pas se montrer, mais 11 tirs en course, à dire un peu alambiqué. Pareil, vous allez me dire, N3, bon, tout le monde ne joue pas en N3. J'ai fait le test sur un match que j'avais là, que mon collègue Romain avait filmé, Rodez Aglo Martial, donc notre équipe de Rodez Aglo. 8 tirs en course classique sur tout le match. Sur un match pareil, pour un match de 13, un match à une centaine de points, hein, 60, 70, 35 ou quelque chose comme ça. Donc, sur, pareil, hein, bon, j'ai accéléré pour pas qu'on les voit tous, mais 8 sur un match U13 région, c'est quand même pas énorme. Hein. Donc, des tirs en course avec très peu d'opposition ou pas du tout d'opposition. Donc, la question se pose, je vous la pose, je me la suis posée. Pourquoi on passerait 80% du temps d'entraînement sur le tir en course? Quand je dis 80%, c'est dire de l'arrivée du gamin à l'école de basket à U9 jusqu'à U15. Pourquoi on passerait 80% du temps à perfectionner quelque chose qu'on voit dans moins de 10% des cas? Encore 10%, c'est un U13. Sur les niveaux un peu plus élevés, sur les adultes ou sur les 18, c'est beaucoup moins. Donc voilà, c'est la question que je me suis posée, où voilà, j'ai essayé de me remuer un peu les méninges. Et ces questions en amènent d'autres. Quelles sont les alternatives? Qu'est-ce qu'on a comme alternative? Qu'elles soient techniques ou pédagogiques? Comment font les autres? Ça, c'est quelque chose moi, qui m'a toujours passionné. Comment font les autres nations? Sur tous les âges? À quel âge? Voilà, ces questions, j'ai essayé de me les poser. J'ai beaucoup lu des choses, notamment sur l'Espagne. L'Espagne qui est une référence claire et nette en matière de formation de la jeune joueuse et du jeune joueur, notamment sur les tirs en course, notamment sur le 1 contre 1, notamment sur tout ce qui est dans l'aisance. J'ai pas eu la chance d'aller, mais des récits que j'ai lus sur les écoles de basket en Espagne, en U12, tout le monde fait des flotteurs, tout le monde fait des appuis décalés. Voilà. Je vous ai mis, j'ai trouvé une vidéo hier, en fouillant un peu. Finale Andalousie U11. Donc championnat d'Andalousie U11. C'est même pas des sélections, hein, c'est des clubs. Hein. Vous voyez, Malaga, Cordoba. C'est une petite vidéo, ça dure 50 secondes. Regardez juste, qualité dans les finitions. Ces petits paniers, vu que c'est des U11. Je vous laisse regarder la diversité et les finitions. Donc c'est des U11. Hein. J'ai volontairement pas pris des sélections. Voilà, c'est du travail de club. Hein.
pas mis que des paniers. Donc, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on observe quand même sur cette vidéo une certaine qualité dans les lâchers, dans l'aisance, pardon, dans le jeu d'appui. Voilà, je pense que c'est culturel, clairement. Donc, à nous d'essayer d'en faire autant. Avec ce constat-là, moi, je suis parti sur une approche beaucoup liée autour de l'aisance. Voilà, pas du travail, peu de travail technique à répétition, beaucoup de travail d'aisance. Je viendrai après un peu plus quand je parlerai d'entraînement sur la différence, pour que les gens comprennent bien la différence, on va dire, de philosophie. Mais du coup, travail mené depuis 2 ans sur mon club, du coup, sur le crayon basket, beaucoup sur la CTC et très, très beaucoup, j'allais dire, sur la section sportive à Baraqueville. D'abord, je suis parti du haut, j'ai fait d'abord sur les 15. Je me suis dit que c'était peut-être déjà un peu trop tard, donc j'ai fait sur les U13. Ça fait 2 ans que sur la section, très, on est très sensible à ça et j'essaye d'être très sensible à l'aisance générale, notamment dans les tirs en course. Et en fait, je m'aperçois que ce travail-là, je vais le mener très rapidement. Je voulais le faire là, mais bon, avec le confinement, ça n'a pas été possible. Sur mes U9, mes U11, voilà, très très tôt, parce que je m'aperçois que ça ouvre vraiment le champ des possibles et qu'il y a des résultats. Et je vais vous présenter d'abord un petit peu ces résultats, notamment sur la catégorie U13 filles, un peu sur les U15, sur la CTC, donc sur notre club. Alors, ça a développé du coup cette approche-là autour de l'aisance, beaucoup d'outils, certains outils qu'on ne voyait pas, qu'on ne voyait plus sur le tir en course. Je vais vous en présenter 3-4. Le premier, c'est le tir à l'amble. Alors, le tir à l'amble, qu'est-ce que c'est? C'est tirer avec le dernier appui posé au sol, qui est du même côté que la main tireuse. Donc, par exemple, je fais un tir en course droite-gauche, je tire main gauche. Je fais un tir en course gauche-droite, je tire main droite. Je fais un seul appui droit, je tire main droite. Donc peu importe le nombre d'appuis, c'est un tir qui naturellement, certains enfants font naturellement, mais qui depuis la mise en place de notre travail est très répandu. Je vous montre quelques images. Donc, regardez, prise d'appui gauche-droite, et là on est sur des logiques plutôt de flotteur, main droite, et dernier appui posé le droit, et la gamine va tirer main droite. Hop, allez, dernier appui, posé gauche, tirer avec la main gauche. Alors ça rentre pas, ça c'est un problème. Voilà, pareil ici, droite, gauche. Dribble, avec des appuis plus ou moins décalés. Je laisse les images un peu défiler, on échangera un peu plus tard. Voilà, des tirs qui permettent de gagner de l'angle. Celui-là il est intéressant. Là, si on reste sur une définition un peu classique, on est du côté gauche du terrain. La joueuse a gagné son duel, a fait tomber une joueuse sur sa main gauche. On aurait envie qu'elle tire main gauche. Vous voyez très bien ici que tirer main gauche, en termes d'angle, c'est pas cohérent. C'est clairement pas cohérent. Déjà, main droite, c'est presque un peu limite, mais main gauche, ou alors après on change de logique, on passe sur du layback, sur autre chose. Mais là, clairement, le tir main droite après des appuis gauche-droite est clairement justifié et va permettre d'avoir un peu plus d'angle. Alors là, le lâcher n'est pas très bon, donc ça va pas se terminer par un panier. Mais ça permet souvent de gagner de l'angle. Ça peut être aussi des choses faites après
après passe. Alors avec cette nouvelle règle du pas zéro, si j'ai besoin de précision, on fera intervenir Jacob, mais donc pas zéro, donc réception de balle, là comme on voit ici, pas zéro. Derrière, possibilité d'enchaîner un ou deux appuis. Voilà. Un ou deux appuis, la joueuse décide d'en faire qu'un, va faire pareil un choix qui est très discutable là, de mettre la main droite, parce que l'angle est pas exceptionnel. Mais l'enchaînement, un seul appui ensuite. Pareil sur, regardez ce que ça donne un peu au niveau, les tirs à l'amble. J'en ai mis 2-3 pour que vous vous rendiez bien compte à vitesse un peu plus importante, ce que ça peut faire. Allez, Juste, pied gauche, main gauche. Nico, Oui, juste, serait-il possible pour ceux qui ont branché leur caméra de les couper? Parce que ça va faciliter un petit peu la vidéo. Voilà, parce que c'est un petit peu saccadé, donc d'accord. ça utilise un peu de bande passante. Donc pour ceux là que je vois qui sont en vidéo, voilà, si vous pouvez la couper, De la gauche. voilà, ça facilitera le, Ça voilà. saccade beaucoup. Ouais, bah apparemment, oui, quelques petits retours. D'accord. Après, rien de bien méchant, mais voilà. Okay. Merci à tous. Je te laisse, Nico. Alors, les autres outils développés qu'on voit de plus en plus sur nos catégories jeunes, c'est les tirs sur un appui, donc les one step. C'est l'appui du coup après le capter du ballon. Là, pareil, la règle du pas zéro va nous intéresser. Il y a un gain de temps sur le tir. Il y a une espèce d'effet de surprise dans l'anticipation sur le défenseur. Ça peut être un one step avec à l'amble. Donc, si je fais qu'un appui gauche, je peux tirer main gauche, etc. Donc, pareil, quelques images de tir en un appui. Sur des duels, stop, là j'arrête là. La règle du pas zéro dit que maintenant, à partir du moment où on contrôle la balle, le pied qui est au sol ne compte plus. Hein, d'accord. Donc pas zéro, à partir du moment où on contrôle la balle. Donc là, la joueuse vient de se saisir du ballon, pas zéro. Donc derrière, possibilité d'enchaîner un ou deux appuis. Là, vous voyez bien, vu la configuration de la situation, un défenseur proche, un qui arrive en aide, on est proche du panier, on est déjà dans la zone restrictive. L'utilisation du tir à un appui, du one step, est clairement justifiée. Vous allez voir. Pareil, en fin de contre-attaque sur des finitions à pleine vitesse. Donc là, pareil, hop, pas zéro. Et derrière, en anticipation, pour ne pas se faire contrer, notamment quand on est petit gabarit, la possibilité de tirer à un appui pour anticiper le retour défensif. Cette logique de un appui, elle marche aussi sur des appuis simultanés, avec derrière des logiques peut-être de flotteur, voilà, pour gagner du temps, du gain de temps. Après passe aussi, notamment sur les fins de contre-attaque, quelque chose où on jette le pied avant de capter, pour synchroniser le capter avec le tir. Là, c'est presque un pas zéro. Il n'y a même pas un appui, il y a même zéro. Alors, juste pour tout à l'heure, quand on parlait de tirer main droite à droite ou de tirer main gauche à gauche, il y a beaucoup de situations tirées du haut niveau où ça n'a pas tout le temps son sens. Voilà, sur des tirs à un appui, des tirs à anticipation. Il faut un peu qu'on sorte de ça, je pense. Sort de ces schémas un peu classiques. On a aussi vu, depuis qu'on fait ce travail-là, en termes de lâcher, beaucoup d'amplitude, beaucoup de progrès. J'appelle ça les lâchers en 3 dimensions. La première dimension, c'est la hauteur. Donc là, comme on voit un peu sur la photo, elle est lâchée haut. La seconde dimension, c'est la largeur, lâcher désaxé. Et la troisième dimension, c'est lâcher en profondeur. Une dimension qu'on oublie souvent. On parle souvent de hauteur, souvent de latéralité, de largeur, mais peu de profondeur. Voilà, vous allez voir sur la vidéo. Pour ça, pour lâcher en 3 dimensions, il faut très très vite, je ne vais pas dire interdire, parce que toute mon intervention philosophique va être basée sur le fait de ne pas interdire, donc je ne vais pas dire interdire, mais je vais dire il faut déconseiller le push-up. Il faut très vite passer à autre chose. Quand vous tirez un push-up avec la main
dessous, c'est la main dessous qui pousse. Vous ne pouvez pas être sur la largeur. Anatomiquement, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être sur de la profondeur. Vous pouvez être sur de la hauteur. Avec de la vitesse, le push-up va vite se transformer en la balle qui tape la planche et qui revient sur les lancers francs, qui casse la planche. Donc, il faut très vite être sur des logiques avec la main dessous, mais la main dessous qui va déposer. Voilà, du lay-up, crochet, des choses comme ça. Dans les lâchers, on essaye aussi de diversifier avec ou sans la planche. Ça peut être de temps en temps intéressant. Bien sûr, des notions d'ambidextrie avec main gauche, main droite. Voilà, bien sûr, ça reste hyper important. Et dans les effets inhérents au ballon aussi, des mouvements pronatoires ou supinatoires, donc des effets dans un sens ou dans l'autre, qui permettent d'avoir des angles de tir intéressants, comme vous allez voir. Alors cette année, on avait bien bossé ça avec les petites parce qu'on avait une équipe qui a fini première là, avant la fin du confinement, qu'avec des arrières. Il n'y avait quasiment pas de grandes, une qui était débutante, que des arrières, donc dominées en taille tous les week-ends. Elles n'ont pas perdu un match. Enfin, elles n'avaient pas perdu un match au moment où on a stoppé. Donc on avait beaucoup travaillé sur les finitions parce qu'on était très très dominé sur les en taille. Donc regardez bien, je désaxe et pareil en termes de hauteur, la balle va toucher la planche, vous voyez, dans le haut du carré. C'est un repère qu'on se fixe souvent sur les échauffements. Il faut que la balle aille toucher le haut du carré. Pareil en termes de hauteur de lâcher. Là, c'est des petits formats. Hein. C'est des gamines qui font un 45, qui tombent sur des gamines qui, vous voyez, en termes de hauteur, ça reste intéressant de combiner. Mais là, c'est en 2 dimensions, du coup, hauteur, largeur. Dans les effets, pareil, quand on est un peu en difficulté sur des angles compliqués où le gain du duel on n'a pas franchi, on se retrouve des fois sur des tirs difficiles. Ça, c'est un tir difficile. On est tous d'accord sur ça. Mais la qualité dans le tir en course et dans l'effet permet de s'en sortir. J'ai fait juste le stop sur la main, voilà, sur le mouvement pronatoire de la joueuse. Et la dimension qu'on oublie très souvent, c'est la dimension profondeur. Quand on va sur le tir en course, voilà, celle-là. Voilà. L'idée d'aller, belle photo, ça ferait une belle photo, mais l'idée d'aller chercher loin des défenseurs. Et si on a commencé son tir en course peut-être un peu loin, ou si on est un peu court, et bien d'aller chercher beaucoup de profondeur vers le panier dans les lâchers. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on a essayé aussi, pareil, de travailler pour ça peut être compliqué des fois en fille. Regardez, juste ça c'est le contre-exemple. Quand on met pas de profondeur et quand on tire en push-up, regardez ce qui peut se passer. Hein, il y a faute, il n'y a rien. Hein. Et l'autre, tu m'excuseras, je sais qu'elle regarde. Regardez, hop, ici. La différence avec le tir juste avant, là, un tir en push-up, proche du corps, on n'est pas en 3 dimensions du tout. Hein. Il n'y a pas de hauteur, il n'y a pas de latéralité, il n'y a pas de profondeur. Donc, dans le lâcher, on prend le risque, si on a quelqu'un qui contre face à soi et qui est plus grand que soi, si on ne désaxe pas, ben, de se faire contrer. Voilà. Et là, notre cher arbitre Momo nous a fait un petit arbitrage maison. Voilà. Donc, pareil, là, je mets quelques lâchers qui auraient pu être améliorés. Premier appui droit, deuxième appui gauche. Dans notre approche, dans l'aisance, c'est dans ces moments-là. C'est vraiment, si on devait mettre le stop, c'est dans ce moment-là où on veut arriver. Elle a fait droite-gauche. Elle a 2 défenseurs autour d'elle, donc un environnement qui est ce qu'il est là, avec 2 défenseurs. Et moi, dans mon état d'esprit, je veux que la gamine là soit capable de tirer de droite et gauche, suivant ce qu'elle lit, suivant sa prise de décision, suivant ce qu'elle voit. Il faut être capable de faire les deux et que ça ait du sens. Là, la petite va choisir le tir en gauche, qui me semble pas être la meilleure solution, mais peu importe, c'est pas grave. C'est surtout moi la qualité du lâcher qui me plaît pas parce que c'est du push-up et ça désaxe pas. Mais voilà,
c'est les moments où vous voyez, ça pousse et donc là, il n'y a aucun angle pour tirer. En plus, elle est en rupture sur la fin, donc ça reste compliqué. Pareil, on est sur un tir en course côté gauche, donc moi là, je pense que le meilleur chose c'est quand même de mettre la main gauche parce qu'il y a le défenseur à côté, à l'intérieur, mais ça me choque pas non plus de mettre la main droite pour se faire sa place, pour se faire sa place pour aller tirer. C'est plutôt pareil la dimension push-up qui me dérange plutôt que le choix. Dernier outil, c'est la longueur des appuis. Là, on se place un peu dans le thème du 1 contre 1 avec, des duels à gagner, des lignes d'épaule à franchir. Et on va voir que les longueurs d'appui, dans le sens qu'on veut, vont impacter la qualité de nos tirs en course. L'idée, c'est d'éviter le court-court, d'éviter d'avoir franchi et de faire 2 appuis courts avant d'aller tirer. Préconisation ou pas, mais ou long-court, ou court-long. Vous allez voir que les deux, dans les duels, sont possibles, mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de gagner des duels et de les gagner définitivement. Regardez, la première dribble, elle a fait la différence, la jeune fille, sur le premier dribble. Là elle a franchi, hein, d'accord. La ligne d'épaule, elle est quasiment franchie. Il n'y a pas d'aide en plus, c'est du 13, donc défensivement, c'est un peu light. Donc, l'idée là, c'est de se dire, la fille là, il ne faut plus qu'elle revienne. Son défenseur direct, il ne faut plus qu'elle revienne. Donc, aller chercher le plus loin possible sur un appui long pour qu'elle ne revienne pas. Regardez ce qui va se passer ensuite. Regardez, par son appui court, parce que son appui est quand même très court, des lancers francs là où est son appui, ça fait à peine 1 mètre, elle va laisser le loisir au défenseur de revenir et donc avoir un tir un peu contesté, un tir sous pression. Voilà. Donc, le tir sous pression qu'elle loupe. Donc, il y a une perte d'avantage. Pareil, surtout quand on est petit gabarit, défendu par une grande, pareil, pas zéro là. Là, pareil, l'idée c'est soit de ne pas arrêter le dribble et d'aller traverser le rail du défenseur pour la laisser derrière et aller finir peut-être à gauche, soit aller faire vraiment un long appui. Regardez la longueur pareil de l'appui de la jeune fille. Hop, permet pas ça. Cet appui, il permet pas de franchir, il permet pas d'aller battre. Donc on va se retrouver sur un tir où on est en désavantage, un mismatch, un déficit de taille, et du coup aller avoir un lâcher compliqué avec un défenseur qui vient mettre la pression et devoir faire l'exploit. Voilà. Et ça passait cette année en U13, mais ça passera pas l'année prochaine en U15, loin de là même. Toujours pareil, je parlais de trajectoire, hyper important d'essayer de couper les trajectoires dans les tirs en course. Pareil, regardez là, duel quasiment gagné, franchi, ligne d'épaule franchie, défenseur qui ouvre les appuis. L'idée là, c'est d'aller mettre un appui ici, là, dans le rail de ce défenseur pour aller le laisser derrière et pas lui permettre de revenir, ce qui va se passer là, et d'avoir un tir pareil sous pression. Voilà, appui qui va dans le mauvais sens et sur 2 appuis courts, ce qui fait qu'on se retrouve à avoir un tir sous pression. Donc ça, c'est ce qu'on essaye d'éviter. Là, vous allez voir plutôt un bon truc. Appui court sur le premier. Là, beaucoup d'espace on va dire, dans la profondeur. L'idée, c'est d'avoir un appui un peu plus long, et elle va le faire. C'est pas flagrant, mais un appui un peu plus long pour aller chercher, et surtout un lâcher en profondeur, voilà, pour aller gagner le plus de place possible dans la profondeur. Toujours pareil sur les trajectoires, c'est le dernier. Alors pareil, ici, un duel qui est quasiment gagné. Si on s'arrête là, on a une trajectoire pour la joueuse porteur de balle donc en blanc, une trajectoire en bleu pour le défenseur. Si chacun reste sur sa trajectoire, le défenseur bleu il va pouvoir revenir parce qu'il a moins de chemin. Le défenseur numéro 11 là, va pouvoir
venir aider. L'idée, ça va être pour l'attaquant, donc en blanc, d'aller dans la trajectoire, donc bleu, dans son appui, dans ses appuis de tir en course. Vous allez voir, c'est ce qu'elle va faire plutôt bien, en allant mettre, vous allez voir, gagner la trajectoire de l'autre. Regardez sur le second appui, là, voilà, là, elle est venue dans la trajectoire de l'autre et le défenseur est derrière. Donc le tir en course est quand même beaucoup moins difficile et beaucoup moins contesté. Je vous ai mis pareil deux trois images de niveau on va dire, professionnel ou de niveau au niveau sur la longueur des appuis. Se laisser la longueur et ralentir le rythme sur le second appui pour laisser retomber les contres. Allez, hop, on va chercher très loin. Le défenseur il a le temps de retomber, de redescendre avant qu'on ait tiré. Je vais juste arrêter le partage d'écran quelques minutes pour laisser place aux premières questions. Si quelqu'un veut veut ouvrir son micro pour poser une question, c'est avec grand plaisir. Ouais, n'hésitez pas à communiquer sur le chat là. Les vidéos sont saccadées, c'est normal. Bon, ça a été ouais, c'est normal. changé. Ça a été... Voilà, je laisse. Si personne. Ouais, tu peux enchaîner. J'enchaîne. Hein, ouais, vas-y. Allez. Il y aura un temps d'échange, questions-réponses à la fin. Donc, comment l'entraîner? Alors, je vais faire un peu de philosophie avant, très vite, juste pour vous présenter, on va dire, deux façons de faire. Soit on se range un peu plus sur la technique. La technique, c'est quoi? C'est un mouvement qui est précis. Quand vous faites travailler un geste technique, vous attendez tel geste sur la passe, sur tout ce que vous voulez. C'est contextualisé dans une situation qui est reconnue, c'est concerté, il y a peu d'autonomie, c'est vous qui balancez le geste à travailler. On va travailler double changement de main, plus attaquer derrière. Donc c'est concerté avec l'entraîneur. Il y a un haut niveau d'exigence dans la réalisation, ça c'est clair et net. Quand on dit on veut un appui décalé droite-gauche, on veut un appui décalé droite-gauche en allant sur le second appui, je ne sais pas, traverser le défenseur, tout ça. Donc c'est quelque chose où il y a beaucoup d'exigences. Et la technique passe par un degré de répétition élevé. Si on se base plutôt du côté de l'aisance, on est sur un mouvement précis ou non, parce que de temps en temps, même dans l'aisance, on va pouvoir mettre des mouvements qu'on va essayer de caler un peu, des mouvements, on va dire, des spéciaux, des mouvements signature, comme disent les Américains. C'est quelque chose qui est plus décontextualisé, qui va demander de l'adaptation, clairement. Donc ça, c'est très important et c'est l'essence même de l'aisance, s'adapter à une situation, à un défenseur, à un espace, à du temps, une situation temporelle donnée. C'est un choix de geste qui est non concerté parce qu'on ne sait pas quand on part en dribble avec son ballon pour aller faire un tir en course qu'on ne vous a pas imposé. Jusqu'au dernier moment, vous pouvez changer. Quand un défenseur revient vers vous, ben, vous n'avez pas de... Pareil, hein, c'est pas concerté. Ça procure un sentiment d'autonomie importante et on ne va pas faire de préparation mentale, mais le sentiment d'autonomie, c'est quand même un des sentiments clés de la motivation des gens. Ça demande un haut niveau de créativité et d'originalité, donc ça met les gens au centre de leur contenu technique. Et par contre, il y a peu de répétition. Chaque geste est plus ou moins unique. Donc c'est ce qui confère un peu à ce sentiment de créativité. Ouais. Alors, j'ai une question, Nico. Vas-y. Une question de Monsieur Sens que tu dois connaître, je pense. Est-ce que l'opposition consentante est une bonne solution pour développer et permettre aux jeunes de s'adapter? J'y viens juste après je répondrai à Patrick après, dans les prochaines slides. Donc du coup sur une
Sur une approche autour de l'aisance, l'idée, ça va être d'être à l'aise avec le ballon. La définition de l'aisance, c'est quoi? C'est être à l'aise avec le ballon dans toutes les situations. Donc ça va être des basiques, des fondamentaux qui vont être très importants, associés à de la coordination, de la dissociation, du contrôle de balle, du dribble. Quand on entend ces mots-là, on pense pas souvent à des situations ludiques, mais vous verrez qu'on peut très bien travailler ça. Donc, tel un pianiste qui travaillerait ses gammes, le basketteur travaille aussi ses gammes d'aisance. Voilà. Souvent, en début d'entraînement, on se met sur la ligne de touche, on fait ce qu'on appelle des sidelines, et on fait des allers-retours de ligne de touche à ligne de touche sur des gammes. Voilà. Vous allez voir, j'ai mis quelques vidéos. Alors, ça, c'est des U10. Les U10, ça date d'il y a 2 ans. C'est des U10, donc les U10 du club. C'est un travail qui avait été mené depuis le début d'année. Ça, je crois que c'est au mois de novembre-décembre. Donc, c'est pas tout début d'année, on n'est pas non plus vers la fin. Vous allez voir des regards qui sont quand même beaucoup portés sur les ballons. Mais l'idée, c'est un travail d'association, de coordination, où je dois poser le pied en même temps que le ballon. Voilà. Donc, j'ai 2 ballons en main, je pose le pied droit en même temps que je pose le ballon gauche. Le ballon main droite en même temps que le pied droit. Voilà. Donc l'idée, bien sûr, dans un monde un peu plus parfait, ça serait qu'elles ne regardent pas leur ballon, ça serait que les ballons soient beaucoup plus loin du corps, donc ne soient pas en équilibre, comme c'est le cas ici, en équilibre sur le corps. Depuis, on a quand même évolué sur ça, mais c'est ça l'idée. Ça, c'est le contraire, on dissocie. Je pose le pied droit, je dribble avec le ballon gauche. Voilà. Ça, c'est du travail de gamme, du travail. Sur les plus grandes, ça peut se faire avec 2 ballons et des gammes de tir, d'école de course, du monté de genoux, des courses jambes tendues, des talons-fesses, vous faites varier. Après, il y a plein de variables à mettre. On fait du skipping, donc du unilatéral, donc on lève qu'un genou, on dribble avec l'autre main. Voilà. Et ça peut aussi passer par des situations beaucoup plus ludiques. Ça, c'est à la section, à Braguil. Souvent, on finit, on va dire, l'échauffement par 5 minutes de sport co. Sport co, mais quand même le basket, avec tout le monde a un ballon de basket, ça c'est préalable. Tout le monde a un ballon de basket. Et là, c'était foot. Ce jour-là, c'était foot. On a mis des bancs pour faire les cages. Donc ça, quand on travaille ça, on travaille la coordination. Il faut que j'arrive à dribbler en même temps que je pose le pied au sol pour taper dans le ballon de foot. Il y a comment j'arrive à me situer dans l'espace. Voilà, il y a plein de choses. C'est ludique, hein, tout le monde s'amuse. Quand on pense aisance, on pense, je crois, en premier lieu au dribble. Donc, bien sûr, beaucoup de travail sur des mouvements pronatoires, supinatoires, sur des mouvements pas que sur de la vitesse gestuelle, c'est-à-dire pas que sur de la fréquence. J'en reviens un peu, on l'a tout fait, et je le faisais beaucoup avant, sur de la fréquence. J'essaye de combiner la fréquence avec de l'amplitude quand même, parce que la fréquence, ça peut être utile bien sûr, mais quand on est en train de faire de la fréquence, souvent le port de tête il est pas haut et on s'intéresse à tout sauf ce qui se passe autour. Voilà. Donc plus la balle est en contact avec la main, moi, plus ça m'intéresse. Vous voyez, sur des choses comme ça. Sur du dribble aussi, avec 2 ballons. Un peu de vitesse gestuelle quand même. C'est du 13, ça, donc ça, c'est une fois par semaine, enfin, sur les petites là qui s'entraînent 3-4 fois, une fois par semaine pendant 1 heure, voire même 2 fois. C'est ça, c'est des gammes de base. Dans les gammes, cette année, j'ai ajouté, je ne faisais pas les années précédentes, alors j'avais pas de vidéo des gamins, donc j'ai mis une vidéo que j'avais fait pour le confinement, du capté, du capté de balle, sauf que le capté, on essaie de les travailler à une main, pareil pour développer toutes les sensations autour des coiffées de balle, toutes les sensations kinesthésiques, donc au toucher, autour des coiffées de balle, notamment dans les captés sur le jeu rapide, c'est intéressant. Quand on met un main loin devant pour demander un ballon loin devant, il peut arriver des fois que les balles trop loin, on doit les attraper qu'à une main. Voilà. J'ai même exagéré le truc cette année, je fais des entraînements sur le jeu rapide où je me mets à la passe
et je fais volontairement des très mauvaises passes, des passes profondes ou des passes même derrière, des fois, pour que les gamins arrivent à s'adapter sur les capter. Donc là, c'est pareil, c'est un travail de passe un petit peu ludique on est plutôt on est revenu à de même. Ça, c'est un exercice que j'avais piqué à Jérôme Fournier, donc sur le DE, je le salue, je crois qu'il est là. Pareil, sur le capté et l'enchaînement, bon, là, c'est de la passe, mais l'idée, c'est pareil, c'est notre fond de commerce, c'est d'être à l'aise avec le ballon. Donc, un capté à une main, obligatoire, garder la balle à hauteur d'épaule et lâcher la balle. Donc, ça, c'était pas un bon truc. Voilà, voilà, lâcher la balle à hauteur d'épaule. Voilà ici. Et c'est du tennis, en fait. J'ai mis les bancs, c'est du tennis, et on fait des sets. Pareil avec un ballon, où tout le monde a un ballon, et l'idée, c'est d'être. C'est pareil, c'est du tennis, du ping-pong, tout ce que vous voulez. L'idée, c'est d'être à l'aise dans les captés. Et cette année, j'ai mis à la section, quand on fait le sport co, on fait aussi basket. Basket à deux ballons. Tout le monde a un taille 6, là c'est des 13. Tout le monde a un taille 6 et on joue avec un taille 5. Donc on a le droit de marquer qu'avec le taille 5 noir et blanc. D'accord donc on doit tout jouer. On peut dribbler ou on peut aussi ne pas dribbler avec le ballon noir. C'est au choix. Et l'idée là, c'est d'arriver à se faire 3 passes déjà, décapter et à essayer d'aller marquer des paniers. Je crois que j'ai pas de panier sur la vidéo, mais les gamines commencent à être pas mal. On commence à être très bon là-dessus. Pour parler des effets inhérents au ballon, c'est pareil, c'est des gammes. Hein. Ça, c'est une vidéo que les petites m'ont envoyée pendant le confinement. Je leur avais envoyé un petit programme là. L'idée, c'est de se mettre sous le panier. C'est du classique. Hein. On ne bouge pas les pieds et on doit tirer d'un côté et de l'autre en mettant le bon effet dans le ballon. Voilà. Mais on l'a poussé un peu plus loin, c'est-à-dire vu qu'on ne fait pas que de la main gauche à gauche, on va essayer aussi, parce que c'est l'effet du coup dans l'autre sens, d'aller mettre la main droite côté gauche. Voilà. Donc d'avoir l'effet qui permette d'aller marquer de l'autre côté. Donc pareil, ça c'est pas facile hein, pour les petites, hein, ça c'est des U13, enfin 15 U13. Voilà. Situation sans opposition. Ça, c'est la deuxième partie du volet entraînement. Alors, je vais essayer de m'expliquer assez plus longuement sur ça. On parlera de l'opposition et de la question de Patrick après. Les situations sans opposition, l'idée, c'est pas de faire du 1 contre 0. Je l'ai un peu décrié au début de mon intervention. L'idée, c'est d'intégrer dans ces situations sans opposition du choix, de la prise de décision, de l'incertitude, des stimulus, d'accord qu'il y ait vraiment une vraie incertitude et que ça ne soit pas juste de la répétition. Okay vous allez voir quelques situations. Ça se fait après dribble ou après passe. Ça se fait à un ou deux ballons. Vous allez voir un peu les situations. Alors, une situation vraiment de base, que j'utilise de base, je me mets vers les lancers ou vers les 3 points. Les jeunes, on ne les voit pas, ils sont hors champ, mais ils partent de la ligne des médianes. Ils viennent en dribble et j'annonce quelque chose. Donc là, par exemple, j'annonce 1 ou 2. Le plus tard possible, souvent, j'essaye que ça soit un peu tardif. Je module la difficulté en fonction de mon public, mais 1 ou 2. Ça veut dire que le jeune doit tirer en 1 ou 2 appuis, par exemple. D'accord ça peut être un autre stimulus, ça peut être gauche-droite. D'accord ça peut être les 2 stimulus à la suite. Exemple, 1 et gauche. Donc, au dernier moment, il sait, et le jeune il doit s'organiser pour tirer main gauche en un appui. Là, la consigne, c'était peu importe le nombre d'appuis, vous êtes obligé de tirer à l'amble avec la main que je vous donne. D'accord donc, si je vous dis gauche, vous faites le nombre d'appuis que vous voulez, je m'en fiche. Par contre, vous tirez en posant le dernier pied, top, là, gauche, là, il faut tirer main gauche. Si la consigne, c'est obligation de tirer à l'amble, j'ai donné 2, il faut qu'elle tire main gauche là. Voilà. Donc ça, je le donne le plus tard possible. Sur les 13, je le donne un peu plus tôt là, vers les pointillés. Sur les plus confirmés, on se rapproche un peu du sabot.
Voilà, alors ça pose vous avez vu, ça pose quand même de gros problèmes moteurs, hein. Voilà, donc on régule la vitesse. Là, c'était une découverte, donc il n'y a pas de vitesse énorme. Mais l'idée, c'est il y a une décision, il y a un geste technique, il y a une course, il y a une décision, il y a un geste moteur. Et sur ces exercices-là, le push-up est interdit. Que du lay-up, que que du crochet. Ouais, ouais, ça pose des problèmes. Possibilité de lier un peu de dextérité à ces exercices avec l'exercice était faire un dribble entre les jambes de l'arrière vers l'avant, récupérer le ballon, n'allez pas donner le nombre de mains, donc librement, et aller enchaîner un tir en course derrière. C'est pareil, ça c'était à l'époque des U11, U12, donc c'était les petits, hein. Voilà. Avec les grands, je fais cet exercice-là avec beaucoup plus de vitesse, bien sûr, mais des angles aussi qui changent, parce que ça aussi, c'est quelque chose aussi, on ne part pas tout le temps de là. C'est ce qu'on fait, nous, quand on enseigne le tir en course, tout le temps, on fait tout le temps partir de là. Je fais partir de là, je fais partir de là, du corner, du rond central, pour avoir vraiment des arrivées, des espaces d'arrivée qui soient variés. Je disais avec les U15, je fais cet exercice-là, du coup, avec plus de vitesse, et avec obligation d'attraper le ballon. Quand on l'a fait passer de l'arrière vers l'avant, on le récupère obligatoirement avec une main, et on doit enchaîner derrière, soit sur deux appuis, et même à la fin, on commençait à récupérer à une main et enchaîner sur un tir à un appui. Voilà. Donc là, c'était à l'époque, c'était le début. Donc on laissait les gens attraper les ballons avec deux mains. Il y avait encore quelques push-ups. Voilà. On fait changer un petit peu les choses avec deux ballons. On met un travail en miroir pour rajouter de la vitesse. Un moyen pédagogique de rajouter de la vitesse, c'est de faire un petit concours, quoi, tout simplement. Donc elles sont dos à dos. C'est une sorte de jeu du béret, quoi, où j'annonce un numéro, il y a quatre groupes qui sont au milieu, j'annonce un numéro. La première joueuse qui a marqué deux fois a gagné, deux fois avec deux mains différentes. Donc, si je fais le premier tir main gauche, je dois enchaîner le second tir main droite. Donc pareil, pas de push-up, que du crochet. Donc là, en plus de travailler le tir en course, un peu le dribble, tout ça, on travaille le capté, parce qu'entre le premier tir, qu'il soit marqué ou pas, et le second, il faut qu'on ait récupéré le ballon. Donc ça veut dire qu'il y a un capté à une main, du coup, vu que l'autre main est occupée par le ballon. Donc il y a un capté, il y a se resituer, savoir où je suis dans l'espace, et du coup sortir de sa mobilité, de sa motricité, de sa mobilité aussi, mais pas revenir sur des schémas moteurs qu'on connaît. Vous verrez, après, j'ai mis une petite vidéo d'une petite, c'est tout à fait l'avantage de cet exercice. Voilà, donc on compte les points. Voilà, c'est cette vidéo, c'est la petite Célia. Donc vous voyez, déjà, ça pose des problèmes là, dans marquer le premier, capter le ballon, désaxer le second. Voilà, ici, stop. Et là, elle doit marquer main gauche. On est tous d'accord, elle a marqué le premier, main droite. Elle doit marquer main gauche, c'est obligatoire. Là, elle se dit, si je tire là, j'ai pas d'angle. J'ai pas d'angle, je peux pas tirer. Moi, ce que je recherche là, c'est qu'elle sorte de sa motricité, qu'elle sorte de ce qu'elle sait faire. Et là, vous allez voir ce qu'elle va nous faire. Elle va aller nous chercher un layback de l'autre côté. Voilà, c'est pas parfait, les épaules sont pas vers les lancers, mais on s'en fiche. Et venir lâcher une finition en se débrouillant presque. D'accord. Ça m'intéresse. Ça, c'est hyper important et c'est ce que je recherche au travers de ces situations-là. Voilà, celui-là, je voulais l'arrêter là. C'est un petit Hello qui a un peu du mal à désaxer. Hello, elle a du mal à désaxer et elle a du mal, elle est tout le temps en push-up, elle est tout le temps, c'est quelqu'un qui a beaucoup de force, donc qui veut tout le temps aller tirer un peu en force, en power. Là, vous voyez, on est sur une finition. Je sais pas en fait, c'est ni du push-up, ni du lay-up. On est sur le côté, mais c'est pas crochet parce que c'est pas désaxé. Donc on est sur une sorte d'ovni qui permet pas une stabilité dans la finition.
il fait le choix de tirer à l'angle, regardez. Du coup, c'est du push-up, hein, s'il a même fini de cette manière-là, c'est du push-up. Pareil sur le second tir, regardez, hop, elle va remettre le coude dessous, donc pour aller en push-up, plutôt un travail presque d'intérieur, pour aller en push-up. Ça, j'aime pas trop. Elle le sait, on en a beaucoup parlé cette année. Elle était en difficulté quand elle est tombée contre les filles qui faisaient sa taille. Elle a pas tout le temps réussi à les axer. Regardez sur le second, ça va être beaucoup mieux. Alors, le premier, pas trop, mais le second, stop. Ça, c'est complètement différent. Là, je dis oui, là, je valide, j'applaudis. Loin du corps, donc on est en 3D, elle va essayer d'aller lâcher haut, loin des défenseurs, des éventuels défenseurs, même s'il n'y en a pas. L'idée, c'est d'avoir ça. Voilà. Pareil, ce genre d'exercice après passe. Donc, ça, il y a un capté, il y a. Voilà. Là, c'était l'exercice, je crois que c'était recevoir la passe et tirer un appui. Ouais, c'était pas le cas, mais voilà. Hop, jeter le pied d'appui pour aller tirer un appui. Donc, il y a un processus de décision. Je fais volontairement des passes, des mauvaises passes ou des passes sur le côté. Par exemple, sur cette passe-là, on peut pas, ou c'est plus compliqué, je pense, de revenir main droite. L'idée, ça va être d'aller désaxer main gauche, son appui, l'appui dont on a le droit, l'utiliser pour aller prendre un peu de profondeur quand même, pour aller désaxer main gauche. Donc pareil sur des petits exos, là, c'est pareil, c'était un confinement, donc c'était devant la maison, devant le garage de parents. L'idée, c'est de leur faire travailler ça, hein, les tirs à l'angle sur des contraintes différentes, qu'elles se mettent elles-mêmes. Donc là, c'était un dribble. On va voir, c'était un dribble et un tir à l'angle. Même pied, même main. Voilà. Et donc, je viens à la fin du processus aux situations avec opposition. C'est des situations qui se rapprochent le plus des conditions de match. Donc, l'idée, c'est d'avoir de la grande vitesse, une imprévisibilité du défenseur et une variété dans les espaces d'arrivée. Pour en revenir à la question de Patrick, oui, c'est l'opposition, c'était un peu ça la question, je crois, l'opposition mesurée. Bien sûr, ça peut être une étape préalable à l'opposition totale, donc avec des défenseurs avec des consignes, avec des défenseurs qui ne peuvent pas tout faire, hein, avec des défenseurs. J'ai mis une ou deux situations, alors j'ai pas trop de situations vidéo, j'en ai fait une ou deux sur ça. Après, vous pouvez vous les construire, hein, c'est pas compliqué. Là, j'ai mis une situation avec un porteur de balle dans l'axe, 4 défenseurs à des niveaux différents. Vous faites varier. Le coach ou quelqu'un donne un numéro. À l'appel de ce numéro, le porteur de balle va tirer en course et le numéro appelé va défendre, tout simplement. Donc là, on est sur de l'opposition mesurée. Il y a un retard défensif, donc de l'opposition mesurée. En fonction de quel défenseur qui vient, est-ce que si c'est le 5, je ne vais peut-être pas répondre pareil que si c'est le 2. Si je vais beaucoup moins vite que le défenseur, mais il va peut-être falloir que je tire différemment que si je domine en vitesse le défenseur. J'ai peut-être plus de temps pour aller faire ce que je veux si je domine en vitesse. Voilà, celui qui a tiré passe défenseur, celui qui était défenseur prend le ballon. Et voilà. Si vous n'avez personne pour annoncer les numéros, vous le faites annoncer à celui qui vient de tirer. Celui qui vient de tirer, là, il se met, une fois qu'il a tiré, il sort pour la sécurité, il se met là et il annonce le numéro fort aux autres. Hein. Vous pouvez le faire du coup sur deux demi-terrains. Même chose avec une passe, avec un passeur, donc pour être dans le tir en course après passe. Vous mettez celui qui vient de tirer à la passe au fond. Même principe, on annonce un numéro et on essaye de faire ça. On varie les espaces de tir et les espaces de réception. Là, on est plutôt sur une logique, on va dire, de demi-terrain dans l'attrape et jouer. Donc, 2 fait la passe. Une fois qu'il a fait la passe, une fois que 1 a touché le ballon, 2 deviennent défenseurs. Et il faut les marquer le tir en course le plus rapidement possible. Voilà, pareil, variété dans les appuis. Vous pouvez aussi donner
d'autres contraintes à vos attaquants sur tous les exercices. Ça peut être obligation de tirer à l'angle, obligation de tirer en un appui, ça peut être livre. Voilà, c'est vous qui mixez après, c'est vous qui orientez le niveau de difficulté pour que les gamins ne soient pas dans l'échec tout le temps. Voilà. L'idée, c'est quand même pas de les foutre dans l'échec pendant une heure, hein, sinon évidemment ils vont me dire t'es bien gentil, mais tes tirs en course, ça me saoule. Donc, essayez d'être malin, surtout sur, par exemple, sur les oppositions. Voilà. Faites pas attaquer tout le temps le plus lent ou le plus débutant sur le plus fort qui va le plus vite. Quoi. Essayez d'être malin, faites des groupes de niveau, faites des choses comme ça. Opposition, on va dire, complète et intégrale. Soit le coach, soit un joueur qui se met là, il jette le ballon où il veut sur le terrain, où il veut. Là, je l'ai mis dans le rond central, mais ça peut être n'importe où. C'est aussi de la vitesse de réaction. Le premier qui se saisit de la balle va tirer là où il veut. Voilà. Euh, en haut, en bas. Il va tirer là où il veut. Donc là, on a une variété dans les espaces, parce que les enfants vont jeter le ballon un petit peu partout. Il va falloir prendre une information avec un défenseur qui, cette fois-ci, ne sera pas cantonné à un espace ou à un rôle, qui sera intégral. Donc ça veut dire beaucoup de prise d'information, ça veut dire de la vitesse, parce que bien sûr, le petit jeu là, de lâcher le ballon, le premier qui s'en saisit, ça va donner, inculquer un certain rythme à l'exercice. Donc voilà, ça sera intéressant, et le premier qui marque a gagné. Voilà. Alors, pour quelques mots de conclusion avant de faire une petite question-réponse, je suis bon dans le temps, ouais, c'est pas mal. C'est ce que j'essaie de vous présenter, et je pense que j'espère que vous l'avez compris, c'est un travail qui est assez global. Voilà. On met le tir en course dans un champ qui est beaucoup plus global. C'est pas que du tir en course. Donc c'est un travail qui peut avoir des répercussions multiples. Quand on fait les gammes, on ne travaille pas le tir en course. On travaille tout ce que vous voulez, le capté du ballon, le drill, la passe des fois. Mais tout ça fait que le niveau d'aisance global, il monte et il va avoir des répercussions sur plein de domaines. Voilà. Première chose. Deuxième chose, il faut laisser du temps au temps. Quoi. C'est pas des recettes. Hein. C'est pas, je ne donne pas un geste technique avec une recette en disant quand ce geste technique, quand tu l'auras répété 200 fois, même si on n'en est pas sûr, mais quand tu l'auras répété 200 fois, tu le maîtriseras et tu pourras le placer un petit peu partout. Dans cette situation, je ne fonctionne pas comme ça. Donc, ça veut dire que ça prend du temps. Là, le travail que je vous ai présenté, c'est un travail qui a été inculqué au premier saison 2018-2019, donc on va dire octobre 2018. Donc, une saison et une saison presque entière, du coup. Donc, ça fait quasiment deux. Et on commence à voir les résultats. Donc, patience. Patience. Même si au début c'est compliqué, le travail de coordination avec les tout petits, avec les U10, etc., c'est compliqué, mais il s'adapte. Il s'adapte. C'est quelque chose qui est. C'est. Comment dire. U9, U11, c'est l'âge d'or. Hein, c'est l'âge d'or des apprentissages sur l'aisance. Donc ils vont s'adapter. Et moi, l'année prochaine, dès U9, on fait ça. On fait des tirs à l'angle, on fait des tirs sur un appui. C'est pas grave, ils sont un peu dans l'échec. Je régule, je repasse sur des choses un peu plus classiques. Je vais faire du va-et-vient, un peu de technique, un peu d'aisance. On fait des allers-retours entre les deux. Et je pense qu'en termes de posture pédagogique, c'est pas mal. Pour terminer, du coup, notamment sur cette posture pédagogique-là, c'est à nous aussi, hein, après, de nous réguler nous-mêmes. Parce que combien de fois on entend sur le côté la croyance établie, main gauche à gauche, main droite à droite. Il faut prendre du recul. Il faut prendre du recul, plutôt être dans le questionnement. Pourquoi tu as utilisé la main gauche? Pourquoi la main droite? Voilà, faire confiance, les laisser se tromper, et pas tout le temps être sur leur dos, pas tout le temps leur dire des choses. C'est un travail qui est autonome. Le travail de gamme qu'on fait, maintenant, mes U11 en fin d'année, elles le font toutes seules. J'arrive dans le gymnase, moi je prépare l'exercice d'avant, je leur dis les filles, on fait les gammes. Donc c'est quelque chose où elles se responsabilisent. Le fait qu'il y ait un peu de créativité, ça leur permet aussi
de se sentir un peu créatrice, quoi. Elle regarde des vidéos sur Internet, elles veulent faire pareil. Alors, moi, ça ne me dérange pas du tout. Mais voilà, il faut qu'on lâche un peu la bride. Voilà, si vous voulez que cette méthode-là marche, il faut se dégager un peu de ça, du côté gourou. Voilà. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Ouais, merci Nico. Je vais arrêter le partage et on va pouvoir échanger avec les questions. Après, n'hésitez pas même voilà, à enlever enfin, à parler au lieu d'écrire sur le live. Ce sera des questions que tout le monde pourront profiter et ce sera beaucoup plus facile pour tout le monde de comprendre. Voilà. Moi, j'avais juste une question, Nico. Est-ce que tu adaptes par rapport au profil de tes joueuses un tir par rapport à une joueuse type? Voilà, on sait que des fois, des meneuses vont peut-être tirer différemment d'une intérieur. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a son importance dans la formation? Et puis, voilà, c'est ce que je voulais te poser comme question. Je fais faire jusqu'à U15. À U15, je fais faire tout à tout le monde. Que ce soit, quand tu me parles de profil, je pensais immédiatement au profil, par exemple, de grandes joueuses, de joueuses un petit peu plus grandes. Je fais faire tout à tout le monde. On commence peut-être de temps en temps à rentrer sur des choses un peu plus spécifiques, hein, notamment sur les grandes, sur ouais, deuxième année U15. Enfin, si c'est pas pour les enfermer dans un truc, c'est pour qu'elles aient un peu plus d'outils. Et voilà. Héloïse, par exemple, que tu as vu tout à l'heure, avec André, je leur ai pas mal fait faire de choses un peu plus qui ressemblent à des tirs d'intérieur, même si on ne sait pas trop encore quelle va être leur évolution physique et si elles seront dans le futur intérieur ou extérieur. Mais vraiment, dans l'idée, tout le monde fait tout. Tout le monde fait tout. Les petites, elles vont aller naturellement se ranger, comme tu as vu Cécilia, tout ça, vers des choses loin du corps, vers des accès loin, parce qu'elles auront pris 3 contre avec leur 1m45, elles vont bien comprendre qu'il faut qu'elles aillent chercher loin, loin haut. Donc, elles vont se créer toutes seules, leur spécial, leur, leur contenu. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question. Vas-y, Jérémy. Est-ce que cette approche, ça favorise pas certains profils de joueurs en termes de morphotype et d'habileté, même si vous en avez un peu parlé juste avant? Si, ça dépend quand est-ce que c'est pris. Si tu fais ça tôt, une influence, je pense que le schéma moteur il n'est pas encore bien établi. Tout ça, je pense que tu développes beaucoup de choses dans la motricité. Plus ça va être tard, et Ouais, plus. voilà, ce que j'allais dire sur des joueurs qui arrivent plus tard, Ouais, oui, tard mais sur la plus discipline, ils peuvent c'est être en ça. difficulté du coup. Ouais, ça peut être Vraiment en des grands difficulté. gabarits un peu qui sont sur des schémas corporels un peu en plein Ouais, changement et tout ça. ça peut. L'idée, ben, la chose dont je parlais, c'est un peu le cas. L'idée là, c'est de faire un peu plus d'aller-retour entre Ouais. aisance et technique, de ne pas être sur un champ complètement ouvert pour ces joueurs-là, parce que ça peut être difficile et ils peuvent avoir du mal à s'y retrouver. Par contre, bien baliser des temps où il y a quelque chose, il y a un geste qui est précis, qui est demandé avec des repères clairs, et des temps où c'est un peu plus libre et un peu plus ouvert. Je pense que c'est un bon équilibre à avoir pour ce genre de joueurs-là. Ouais. Mais je crois vraiment qu'il y a des transferts qui sont possibles dans les deux sens, que l'aisance peut aider sur la technique et aussi la technique peut aider sur l'aisance. Voilà, je pense que c'est transférable un peu dans les deux sens. Ouais. Et tant que j'y étais, une autre question, c'est en termes de déchets, parce que du coup, pédagogiquement, comment tu l'amènes? Parce que je suppose qu'il y a plus de déchets dans ce style d'entraînement, où voilà, les jeunes, ils ont quand même, enfin, peut-être, j'ai pas l'expérience, mais est-ce qu'il y a, par rapport à une tir en course plus classique, où les jeunes, ils arrivent à des réussites plus rapidement, peut-être, et voilà, est-ce que ça a un impact sur le moral du jeune, sur sa confiance dans le tir ou... Comme j'ai dit, j'essaie de réguler quand même, de réguler le niveau de difficulté. L'idée, c'est de ne pas les mettre dans l'échec tout le temps, parce que bien sûr, c'est
ça fait pas plaisir et ça leur permet pas de progresser, ils se sentent pas progresser. Donc l'idée il est possible des fois moi sur des entraînements quand j'ai vraiment des grosses différences de niveau, je mets deux consignes. Tout le monde n'a pas la consigne de l'exercice le plus dur. Certains ont peut-être un peu plus de liberté et de choix. Et après, voilà, c'est souvent comme ça que je fais pour éviter d'avoir du déchet trop important. Ok, pas d'autres questions? Oui, Fabienne, on pourra revoir l'enregistrement de cette formation. Donc ça a été, voilà, l'intervention a été enregistrée. Je ne sais pas sous quelle forme elle sera diffusée, sur YouTube, Facebook, je ne sais pas trop. Tu me l'enverras, si tu veux, je la mettrai sur YouTube. Enfin, Ouais, on se ouais, ben on verra, verra, ça on marche. verra Pas de souci, pas d'autres. Merci à vous en tout cas. Oui, merci pour l'intervention, merci à vous. Merci Nico déjà. Merci Nico pour ton intervention de qualité parce que ça a été, je trouve, assez. Voilà, on a vu beaucoup de vidéos. On a eu l'occasion, toi et moi, de regarder quelques interventions et c'est vrai que c'était toujours quelqu'un qui parlait. Là, tu as mis beaucoup de vidéos, beaucoup de mots sur tes vidéos et du coup, je trouve que c'était vraiment assez vivant. Donc voilà, merci pour le travail que tu as fait parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, bien sûr. merci à vous. Je reste Euh, disponible si certains veulent échanger avec moi. On peut vous donner mon mail ou sur Facebook, ou sur tout ce que vous voulez. Si vous avez des questions et bien sûr toutes les vidéos que j'ai là, etc. sera à disposition. Voilà, on pourra échanger si vous voulez. On a le temps. Ok. Juste pour la semaine prochaine, on va enchaîner un petit peu sur une autre visioconférence, un autre colloque. C'est Robin Jansou, Robin qui est kiné de métier et qui s'occupe de la préparation physique de la NF3 de la CTC des Agglos. Il viendra nous parler de la prévention des blessures, notamment chez les jeunes. Voilà. Donc voilà, c'est une intervention qui se passera donc le mercredi. On va essayer de rester sur ce créneau horaire du 5h-18h. Mercredi de la semaine prochaine, on sera mercredi 6 mai. Et donc voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Voilà. Je remercie tout le monde. Et puis on se donne rendez-vous, je l'espère, la semaine prochaine. Merci à tous. À bientôt. Merci, au revoir. Merci. Ciao, merci.